On poursuit avec Hedia Ben Sahli pour son essai L'Algérie juive, l'autre moi, que je connais si peu, publié en 2023 aux éditions Altava. Je vais présenter très rapidement Hedia Ben Sahli. Alors, Hedia, vous êtes enseignante et vous avez publié aux éditions Frantz Fanon en Algérie 2 romans, Orage et L'agonisant. Et L'Algérie juive, l'autre moi que je connais si peu, est votre premier essai. Alors, je vais présenter en quelques mots l'essai. Alors, vous structurez votre écrit en 4 chapitres. Dans le premier, vous donnez un bref aperçu de la présence dans l'Antiquité, des Juifs dans l'Antiquité, et vous abordez la question des rapports entre les Juifs et les musulmans après la conquête musulmane. Dans le deuxième chapitre, vous faites un focus sur les Juifs algériens pendant la période de la colonisation française. Dans la troisième partie est consacrée à l'engagement des Juifs algériens dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Et pour illustrer votre propos, vous restituez l'histoire de 2 militants deux militants nationalistes, Daniel Timsit et Pierre Guénassia. Et vous consacrez la 4e partie de votre ouvrage à l'héritage musical et à l'interaction entre les Juifs algériens et les musulmans, entre les Juifs et les musulmans algériens dans la pratique du culte des sages. Donc j'ai vraiment résumé un petit mot peut-être. Oui, vas-y. Oui. Oui, la dernière partie est consacrée au syncrétisme essentiellement, et j'ai pris 2 marqueurs de ce syncrétisme qui sont la musique arabo-andalouse, enfin qu'on appelle communément la musique andalouse, et la révération des sages. Mais il y a d'autres marqueurs de ce syncrétisme-là que je n'ai pas, que parfois j'ai juste évoqué, mais que je n'ai pas traité, qui sont par exemple les langues comme le judéo-arabe ou le judéo-berbère, qui sont une marque très importante du syncrétisme entre musulmans et les juifs. Ok. Voilà. Alors, Hedia, on va commencer avec la première question. Votre essai s'intitule L'Algérie juive, l'autre moi, et j'appuie sur le moi que je connais si peu. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la signification de ce titre et pourquoi ce focus sur le moi? Enfin, je fais un focus sur le moi qui a un pronom personnel, donc à la première personne. Voilà, donc le titre. Alors le titre, je crois que je n'ai pas hésité longtemps avant de choisir ce titre, l'autre moi que je connais si peu. Ce sujet-là, en fait, est très sensible. Et les communautés, en tout cas les Algériens maintenant, connaissent très très peu de choses sur cette présence juive en Algérie. À telle enseigne que lorsque j'ai interrogé des jeunes, je leur ai demandé justement ce qu'ils pensaient de cette présence juive. Et ils me disent, mais il n'y a pas de juifs en Algérie. Je dis, d'accord, peut-être maintenant, mais avant. Ah non, il n'y a jamais eu de juifs en Algérie. L'Algérie, c'est un pays musulman. Oui, mais avant, c'est un pays musulman, madame. Donc je me suis dit à un moment donné que cette jeunesse, qui a été biberonnée aussi à un discours, particulièrement à partir de l'indépendance, puisque dans la Constitution commence par l'Algérie musulmane. Donc la mémoire, c'est quelque part un peu effacée. Au point où les jeunes maintenant n'ont pas conscience de toute une réalité très complexe de cette Algérie que j'appelle l'Algérie juive, un peu par provocation parce que là ça a fait aussi couler beaucoup d'encre et d'insultes. Mais le moi, qu'est-ce que c'est que les juifs pour moi déjà? Alors pour moi, c'est un autre moi. C'est un autre moi que je peux construire soit seulement et uniquement et strictement sur la base de mes propres représentations à partir du vide. Et alors, à ce moment-là, je suis libre de le construire comme j'en ai envie, peut-être de le diaboliser si j'en ai envie, puisque je pars du vide. Et cet autre moi, je peux le construire autrement si je m'approche de lui, si j'essaie de savoir qui il est. D'accord ? Et
étant humaniste, bien sûr, pour moi, tout le monde est un autre moi. Tout mon vis-à-vis est un autre moi. Et quand on le connaît très très peu, on peut s'amuser à le haïr ou à l'adorer ou à l'aduler, mais en tout cas généralement à le haïr. Et c'est ça que je voulais un petit peu écrire. Je voulais que l'on sache un petit peu cette histoire, que l'on sache que les Juifs ont fait partie de l'Algérie, d'ailleurs je les désigne par le terme autochtone et non pas les Juifs d'Algérie, parce que ça non plus, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a eu différentes vagues successives, mais les traces les plus anciennes datent de l'Antiquité, mais au 1er siècle par exemple, on en parle, mais ils sont là. J'ai pris l'exemple des 3 évêques par exemple, Saint-Augustin, Saint-Cyprien et un autre qui parle de ces Juifs-là. Ils parlent d'eux, on sent une crainte en fait dans leur rôle d'évêques et qui sont venus pour christianiser. Ces Juifs-là étaient des concurrents. Pour qu'on parle de concurrence, ça veut dire qu'ils étaient là et bien installés, bien établis. Même si les traces datent du 1er siècle, ça veut dire qu'ils étaient bien établis, ils étaient là bien avant. Donc peut-être qu'il faut lire aussi entre les mots. Donc cet autre moi, oui, moi je le considère comme un moi. Et que je connais si peu, justement pour le connaître davantage. Et ça aplanirait peut-être beaucoup de choses. Si on essayait de faire le pas l'un vers l'autre, ça aplanirait beaucoup de choses. Merci Hédia. Je vais poser à présent la question de la bibliographie. Alors votre bibliographie compte environ 180 sources en langue française. On retrouve beaucoup d'ouvrages, quelques extraits de journaux. Et dans votre livre, vous parlez de la complexité du sujet et de la difficulté de la recherche documentaire. Alors, ma question, sur quelle base avez-vous sélectionné les livres qui sont dans votre bibliographie et est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de cette difficulté de recherche documentaire, parce qu'en fait vous n'avez lu que des livres en langue française et on s'était demandé avec quelqu'un à qui j'ai montré votre livre qui est spécialiste de la question, est-ce que vous avez pu lire des livres en arabe sur la question, ou bien en hébreu, ou bien, en hébreu c'est un peu difficile, mais peut-être des livres traduits, ou bien en anglais par exemple? D'accord. Alors, déjà, je voudrais dire une chose. Ce que j'ai écrit n'est pas un traité d'histoire. D'accord, j'ouvre des perspectives et les livres que j'ai lus, c'est vrai que sur le plan méthodologique du travail, ça m'a posé quelques problèmes. D'abord parce que je ne maîtrise pas plusieurs langues, je suis francophone. L'arabe, je ne lis pas l'arabe et l'anglais, je suis passée par des traductions. Et les traductions ne sont pas toujours extrêmement fidèles. Toujours est-il que je suis quand même passée par des traductions. Et puis là où j'ai eu des difficultés, c'est plutôt, par exemple, pour un même événement, vous allez avoir la narration qui va être tout à fait différente. Dans certains textes, il y avait ce que j'appelle, et j'ose le dire, des mots assassins. Par exemple, quand on parle du monde arabe et puis on met tout dedans, sans discernement et sans nuance. Pour moi, le monde arabe, ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire le monde arabe ou le monde musulman? C'est encore pire parce que ça va de l'Indonésie au Maroc. Il y a des cultures différentes. On ne peut pas parler comme ça, globaliser, essentialiser les musulmans ou même d'ailleurs les juifs. Les juifs, être juif, le juif, ce n'est pas une entité abstraite. Ce sont des gens qui sont dans une société, on ne peut pas parler du juif au singulier. Alors dès qu'il y avait le singulier, déjà j'avais la chair de poule. Je me disais mais pourquoi le singulier? Qu'est-ce que c'est que le juif? Qu'est-ce que c'est que le musulman? Pour moi ça ne veut absolument rien dire. Et donc il y a des textes comme ça, je crois naturellement, je me suis dit non, cet événement, je vais préférer le lire chez quelqu'un d'autre. Et j'ai cherché et encore cherché et encore cherché.
Et j'ai essayé aussi, en lisant, même sur un même événement ou sur une même réalité, d'essayer de lire plusieurs auteurs différents pour comprendre l'esprit. Je voulais, en fait, je ne suis pas historienne, hein, mais je voulais rentrer dans l'esprit de chaque époque que j'essayais d'écrire. Rentrer dans l'esprit, essayer de comprendre ce qui se passait. Et c'est la même chose. C'est ce qui s'est passé, par exemple, lorsque, pour l'Antiquité, il fallait que je lis, il y avait que les seuls écrits qui existaient, c'était les écrits des évêques. Et je me disais, d'accord, ils écrivent ça, mais pourquoi écrivent-ils ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils voyaient? J'essayais de regarder avec leurs yeux pour essayer de comprendre un petit peu leur discours et ne pas tomber dans des pièges aussi, parce que ce sont des gens qui étaient là pour christianiser, c'était une nouvelle religion. Et la même chose, par exemple, pour la période coloniale, la même chose pour le 19e siècle, la même chose, par exemple, pour les rapports judéo-musulmans. Alors, vous avez des textes vraiment assassins. Il y avait cette notion de dhimma qui arrivait tout le temps comme une accusation. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette dhimma? On l'attribue au Coran, on l'attribue aux musulmans. Mais en fin de compte, voilà, j'étais dans une perspective de questionnement. Et je suis allée vers les versets coraniques qu'il cite pour cette dhimma. Et je me suis rendu compte, par exemple, que dans le Coran, il n'y a pas ce mot-là. Le verset qui est cité, par exemple, c'est le 9-29, où il n'est pas question du tout de dhimma, il est question de dizya. Et pas de dhimma. La dhimma est califale, elle n'est ni coranique ni prophétique. Donc, qu'est-ce que c'est que ces amalgames? Donc, ce sont ces amalgames-là dans lesquels je suis rentrée pour essayer peut-être de mettre de l'ordre, mais comme je ne suis pas historienne, de lancer des pistes de recherche, peut-être un peu plus sérieuses que ce qui est fait généralement. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai procédé en avançant dans l'histoire. J'ai vu par exemple un certain nombre de textes d'historiens, je ne vais pas citer des noms parce que je n'ai pas envie de me faire des ennemis, où il était question par exemple de la description des musulmans et des juifs, etc. au 19e siècle, mais quand on voit leur bibliographie, on s'aperçoit en fait que ce sont des auteurs colonialistes, d'accord, où il y avait une ségrégation déjà dans leur tête et celle qui voulaient propager dans leur propagande de ce qu'était par exemple l'Algérie, qu'est-ce que c'était que le juif généralement, parce qu'on le décrit comme quelqu'un de cupide, de quelqu'un qui cherche absolument à flouer les autres, et les musulmans ce sont des gens qui soumettent les juifs, qui sont des voleurs, qui sont des... Alors, comment peut-on se servir de cette bibliographie-là tout en voulant rester objectif, et particulièrement lorsqu'on est historien? D'ailleurs, il y a une auteure que j'ai découvert et qui m'a confortée un petit peu dans ce sentiment. Je crois qu'elle s'appelle... Attends, Zitniki, je ne me rappelle plus de son prénom, je crois que c'est Colette, il me semble. Je ne veux pas me tromper, ça y est, je vais bientôt finir, c'est ça? Non, mais vas-y. J'y vais. Oui. Il nous reste moi, quand je tiens le il nous reste 2 minutes et j'ai encore une question. Ça y est, juste 2 minutes. J'en avais prévu 4, et mais tu n'en aurais que 3. Cette historienne, cette Colette Zitniki, a travaillé justement sur l'historiographie. Elle a travaillé sur la bibliographie des historiens. Donc, pour vous montrer justement, et son livre est très, très, très intéressant. Je n'ai pas le titre en tête, mais je l'ai dans mon ouvrage. Et je pense que sur le plan méthodologique, c'est très intéressant ce qu'elle propose, pour voir justement les historiens où est-ce qu'ils puisent leurs références, Allez, vas-y, pose ta question. Hédia, la dernière question. Il reste 1 minute. Vas-y, vite. En 1 minute, qu'est-ce que votre livre apporte de nouveau et d'original sur la question de l'Algérie juive? Alors, rapidement, très très rapidement, il existe des textes qui soient algériens ou français, ou d'ailleurs dans ma bibliographie, j'ai même cité des chercheurs israéliens de Tel Aviv. L'histoire est écrite par les grands historiens, sauf qu'il faut bien sûr faire le tri, faire très attention.
Mais cette histoire-là, elle est écrite de manière très académique. Et donc forcément, ils s'adressent à leur père, généralement. Ce sont des textes qui sont lourds, qui sont difficiles à lire. On ne peut pas en faire des livres de chevet, c'est un peu compliqué. Donc j'ai essayé d'être une transition, justement, entre ces historiens qui produisent des textes très intéressants, mais très académiques et très ardus à la lecture, à quelque chose de plus digeste pour généralement les jeunes qui ne connaissent pas l'histoire. Et voilà, j'ai fini ma minute. Et en fait, oui, bah, c'est juste 15 minutes. En fait, en bref, si je peux résumer tout ce que vous avez dit là à la fin, en fait, votre objectif, c'est de vulgariser l'histoire de l'Algérie juive de manière à ce que tout le monde puisse y avoir accès. Et une dernière chose aussi, ouvrir des perspectives de recherche. Il y a des centaines de sujets de thèse qui peuvent être abordés. Et voilà, et je veux quand même qu'on s'approprie ce sujet-là, qu'il cesse d'être tabou. Voilà, c'est tout. Alors, merci Hedia. Alors, je rappelle que le livre de Hedia Ben Sahli, L'Algérie juive, l'autre moi que je connais si peu, est disponible, est à votre disposition à la grande librairie. Et